Bonjour tout le monde. Voilà, on tenait à démarrer à l'heure. Alors tous les inscrits sont pas encore tout à fait présents. On va laisser une toute petite minute de répit à chacun. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire, ce premier webinaire de l'année 2021. Euh, pour ceux qui ont déjà participé à nos webinaires, vous savez qu'on va prendre en compte l'ensemble de vos questions qui interviendront sur le chat. Donc je vous invite à poser toutes les questions qui vous intéressent. Évidemment, et par habitude, on sait qu'on peut pas y répondre à l'oral, en tout cas pas à toutes. Donc on a Peggy qui est avec nous en voix off et qui nous lira les questions principales. Et toutes celles qui n'auront pas trouvé de réponse pendant le direct feront l'objet d'une réponse écrite sur notre blog smartmetrology.com. Voilà, sans exception. Donc n'hésitez pas, on est là pour découvrir des choses. On est là pour répondre à vos questions. On fait ça avec beaucoup de plaisir. On espère vous amener, vous faire un beau voyage ce matin dans la simulation numérique qui, comme on l'a titré pour ce webinaire, est un outil indispensable et universel pour les métrologues. Et on va vous montrer un certain nombre de cas de figure et puis on finira avec Christophe sur une vision un peu spéciale, un peu innovante, enfin, en tout cas pas classique, pour vous montrer jusqu'où on peut aller grâce à la simulation. Voilà. Bon, écoutez, je pense on va commencer. Donc, je vais simplement commencer en affichant mon écran. Non, là, Christophe, faut que tu m'aides, il est affiché ou pas l'écran? Du coup, je vois pas de Alors mon oui, côté. on voit ton écran, Jean-Michel, mais on voit juste le PowerPoint, mais pas l'affichage de PowerPoint, pas le diaporama. Ah, On voit juste le PowerPoint, le logiciel PowerPoint avec ton contenu. d'accord. Et si je fais ça? Pareil. Ah, ça y est, on voit le diaporama. Bon, et ben voilà, donc on va pouvoir démarrer. Donc, nous voilà partis dans la simulation numérique. Alors, en quoi les métrologues connaissent déjà la question de enfin, en tout cas, des lois de probabilité, c'est-à-dire ce vers quoi nous allons tendre à travers tout ce séminaire. Et tout le monde reconnaît ici, évidemment, cette fameuse courbe en cloche qui anime bien des débats dans le monde de la métrologie. Alors, quand on la regarde objectivement, moi, il me semble que ça reste quand même quelque chose de très abstrait, ce truc. Il y a une équation, évidemment, de l'enveloppe noire, là, vous la voyez ici, j'espère que vous voyez ma souris, là, la fameuse équation de la loi normale. Et puis, tout le monde sait que dans plus ou moins un écart type autour de la moyenne, on a environ 68% des valeurs, 95% des valeurs, 99% des valeurs. Mais tout ça, ça veut dire quoi au juste concrètement? Voilà. La simulation numérique, ça va nous permettre de l'observer, cette loi de probabilité et beaucoup d'autres, de façon plus concrète, de manière à ce que ça nous parle plus à nous tous. Alors, on va aller faire un petit tour sur Excel pour voir un peu ce qui se passe quand on veut simuler des événements aléatoires. Et là, sur le slide, je rappelle juste les formules qu'on doit taper dans les cellules d'Excel pour réussir à simuler des valeurs. Alors, quand on dit simuler des valeurs, quel est le rapport avec une loi de probabilité? On va le voir tout de suite sur Excel. Donc là, Christophe, tu confirmes qu'on voit bien mon Excel? Absolument pas. Tu n'as partagé a priori que ton affichage PowerPoint. Ok, donc il me semblait que ça marchait parce que j'ai affiché l'écran normalement. Et là, est-ce qu'on le voit? On voit très bien ton fichier Excel. Bon, parfait. Bon ben voilà, donc du coup, quand on veut, je reviens sur la formule qui était tapée dans le slide qu'on pourra diffuser à la fin du webinaire. Quand on veut simuler une valeur numérique qui suit une loi uniforme, on utilise simplement cette formule-là et on va utiliser notamment une fonction dans Excel qui s'appelle aléa. Et c'est elle qui va générer en fait des nombres aléatoires. Et ces nombres aléatoires, on va leur faire suivre une loi de probabilité donnée en fonction de la formule qu'on choisit. Donc là, j'ai choisi une formule pour une loi uniforme. Donc là, ce que je vois ici dans la cellule D1, c'est ce qu'on appelle en statistique une réalisation de cette loi de probabilité. Cette réalisation 9,64, si je réactive le simulateur d'Excel, vous voyez, elle varie. Enfin, elle va varier, promis. Elle varie dans les limites que je lui ai données, à savoir que pour cet exemple-là, j'ai choisi de simuler une loi normale, une loi uniforme, pardon, de moyenne 10 et d'écart type 0,5. Et bien là, si je fais plein de fois F9, vous allez voir varier les valeurs d'Excel dans une loi uniforme de moyenne 10 et d'écart type 0,5. Alors, quand on a une seule valeur, on ne voit pas grand-chose.
Évidemment, avec Excel, on va pouvoir faire plein de valeurs. Donc là, j'ai préparé mon truc, hein. J'ai un peu plus de 6000 valeurs qui ont été simulées. Donc j'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois. Mais quand je vois ça, en fait, j'ai finalement pas vu grand-chose. J'ai finalement pas vu grand-chose. Je vois des valeurs et je vois pas encore une loi de probabilité. Donc pour voir une loi de probabilité, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire un histogramme. Donc l'histogramme, c'est quoi? C'est regrouper certaines des valeurs qui ont été simulées par Excel dans des classes dont on va pouvoir définir euh, le nombre. Alors il y a des formules un peu compliquées enfin il y a plusieurs formules pour définir le nombre de classes optimales quand on a une série de valeurs. Donc moi j'utilise souvent celle-ci, elle me convient plutôt bien. Donc là je vais demander en fait de faire un histogramme qui contient 13 classes. Donc, une fois que j'ai tiré la valeur mini de ma colonne D, la valeur maxi de ma colonne D et que je sais le nombre de classes, je sais dire quel est le pas, donc quelle est l'étendue de chaque classe. Autrement dit, mon histogramme va me permettre de regrouper toutes les valeurs comprises entre 9,13 et 0,13, puis toutes les valeurs comprises entre 9,26, la somme des deux, et 9,39, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière classe qui va aboutir à 10,86. Alors sur histogramme, sur Excel, il y a un outil dans les outils du développeur qui permettent de faire des histogrammes. Pour moi, je ne le trouve pas assez pertinent. Je vais vous proposer une méthode très très simple que je rappellerai après dans le PowerPoint pour tracer ces histogrammes. Cette méthode, je la dois à mon ami Laurent Leblond. On va le saluer ici. Donc pour calculer, pour tracer un histogramme, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Excel de calculer quelle est la position d'une variable xi. Donc je vais faire ça évidemment sur les 6172 valeurs par rapport à la valeur minimum de mon histogramme. Ça sera toujours par rapport à la valeur minimum. Et je vais diviser ça par l'étendue des classes. Voilà. Donc ça me donne la distance, en gros, entre chaque xi et la valeur mini de l'histogramme en fonction du nombre de pas. Si je prends la valeur entière de cette fonction, j'obtiens la classe dans laquelle se situe la valeur 9,41. Si j'étends, alors il faut que je mette par F4 aussi, puisque le pas ne va pas changer. Donc là, vous voyez, forcément, avec la simulation, ça change. Si j'étends toute cette colonne E, ça va me permettre de dire que la première valeur ici, elle est dans la 7e classe, enfin 8e classe pour être précis, ici dans la 6e classe, dans la première classe, dans la 8e classe, dans la classe numéro 0, et ainsi de suite. Donc pour définir notre histogramme ici, où j'ai prévu d'avoir 18 classes, mais on va en mettre plus évidemment avec Excel, vous connaissez Excel, il y a beaucoup de souplesse pour faire ça. Donc pour avoir l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'individus de réalisation de la variable aléatoire qui ont été tirés et qui sont tombés dans la classe 0, il suffit d'utiliser la fonction NDC. Donc on va lui demander d'aller regarder dans la colonne E le nombre de valeurs qui sont égales au numéro de la classe. Et on voit qu'on a 456 valeurs qui sont dans la classe 0. Et si j'étends mon effectif aux 12 classes, aux 13 classes, pardon, forcément, donc j'arrive de la classe 0 à la classe 12, ben je vois ici que j'ai à peu près toujours la même valeur, le même nombre de tirages. Ça, c'est significatif d'une loi uniforme. Si je réactualise mes calculs, vous voyez que je peux faire varier toute la série des 6172 valeurs et grâce à ce petit code tout simple, je suis capable d'écrire l'effectif de mon histogramme en fait. Donc si je veux avoir l'effectif, non pas des effectifs mais des fréquences, il me suffit de diviser ça par le nombre de valeurs. Tout le monde sait faire ça. Je mets ça en pourcentage et je tire jusqu'en bas et on voit que finalement dans toutes mes classes j'ai à peu près le même pourcentage d'individus de tirage aléatoire, tout simplement parce que j'ai choisi de faire une loi normale. Si je veux dessiner un histogramme de cette loi normale, de cette loi uniforme, pardon, il suffit de sélectionner les deux colonnes qui vont bien, de lui dire qu'on veut faire un histogramme, de suppléer le message, pourquoi il le met par défaut, et on retrouve à peu près notre histogramme. Alors vous voyez ici, l'axe des ordonnées commence à 6,80%, c'est pour ça qu'on voit des différences, mais vous voyez bien que tout tourne autour de 7%. Si je réactualise les choses, je vais voir mon histogramme varier aisément, et je vois bien que j'arrive toujours vers des valeurs qui ont par classe à peu près la même opportunité d'apparaître au cours de la simulation. Ça, c'est pour la simulation d'une loi uniforme. Pour cette loi uniforme, je vous rappelle la formule qui est dans le slide. Alors évidemment, sur les lois uniformes, on prend en général
les bornes, mais moi j'ai calculé ici, enfin je suis parti sur une moyenne et un écart type, sachant que les métrologues savent bien que l'écart type d'une loi uniforme, c'est la limite de la borne divisée par racine de 3, en tout cas de la demi-étendue divisée par racine de 3. Donc ça nous donne la dispersion totale de nos valeurs possibles. Voilà. Ça c'est pour la simulation donc d'une loi uniforme. Alors j'ai préparé les autres fichiers, évidemment, les autres onglets pour tirer par exemple ici une loi normale. Donc le même calcul, j'ai toujours une moyenne de 10, une moyenne, enfin un écart type de 0,5, sauf qu'ici on utilise une formule d'Excel différente qui est une loi normale inverse. Et là, de la même façon, on fait appel à la fonction aléa d'Excel. On lui donne des arguments moyenne et écart type de la loi normale, ça c'est les arguments de la fonction. On tire jusqu'à, alors là j'en ai que 3000, c'est pas très grave, on tire jusqu'aux 3000 valeurs, donc on va faire 12 classes. On a exactement la même syntaxe ici pour savoir chacun des individus, chacune des réalisations dans quelle classe elle se situe. Et ici, on écrit l'histogramme et on le dessine comme tout à l'heure. Et en activant la fonction F9, ce que je suis en train de faire, ben vous voyez tous que mon histogramme change, mais il a bien l'allure d'une loi normale. Si maintenant je veux simuler une loi en U, donc qui est utilisée aussi en métrologie, notamment pour les ambiances climatisées, on pourra en discuter, mais c'est la pratique. Là, la loi en U, on a une syntaxe particulière là également pour simuler notre loi en U, qui est donnée dans le slide. Je vous le redis, on vous le diffusera à la fin du webinaire pour ceux qui le veulent. Et de la même façon que tout à l'heure, en activant mes fonctions avec la fonction F9, je vois varier mon histogramme, mais je vois bien cet histogramme prend la forme d'une loi en dérivée d'Arcsinus. Il y a un truc qui est intéressant à vous montrer tout de suite pour ceux qui n'ont pas eu le temps de revoir le webinaire qu'on avait fait sur les outils qui servent en métrologie, notamment les outils statistiques. On avait vu que au cours de ce webinaire, on avait vu quoi? On avait vu que quand on mélangeait des lois uniformes, on obtenait une loi normale. Et ça, c'est un peu la base du GUM. Le GUM nous explique que quand on mélange plein de facteurs et lorsque ces facteurs sont indépendants, alors on obtient une loi normale. Et finalement, dans le GUM, on fait quoi? On cherche à calculer l'écart type, donc l'incertitude type composé, donc l'écart type de cette loi normale qui est la résultante de plein de lois qui se mélangent. Alors on peut faire l'exercice ici. On peut dire par exemple que on va tirer des lois uniformes jusque là. Donc, oui, pardon. Chaque colonne, c'est une loi uniforme. Je reprends ma syntaxe. Donc là, je vais tirer. Il ne peut pas me le faire comme ça. Alors, il va me le faire comme ça. Je vais allonger mes colonnes. Je vais en tirer une de plus. Donc là, vous voyez que mon histogramme porte toujours sur ma colonne H. Donc c'est la loi uniforme qui est tirée dans la colonne H. Sauf que maintenant, pour changer, je vais lui dire de faire la somme des 4 variables aléatoires uniformes que j'ai tirées dans chacune des 4 colonnes que je viens d'insérer. Et là, quand j'étends jusqu'en bas ma formule, donc la somme des 4 lois uniformes qui sont tirées dans les colonnes D, E, F et G, alors dans la colonne H, je retrouve donc une somme, enfin une convolution, une somme de 3 événements aléatoires, uniformes. Et quand je regarde mon histogramme, je retombe sur une loi normale. On voit ici les propriétés du GUM, enfin propriétés sur lesquelles s'appuie essentiellement le GUM, à savoir quand on mélange plein de choses uniformes, on obtient des lois normales. C'est vrai que si on n'a pas de loi, je le redis ici, si on n'a pas de loi dans le mélange qui est beaucoup plus grande que l'ensemble des autres, enfin que les autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une loi qui pèse plus de 30% du mélange, et il faut surtout que toutes les lois soient indépendantes. On parlera de ce qui se passe tout à l'heure avec Christophe quand on est avec des variables qui ne sont pas indépendantes, mais qui sont des variables corrélées. Donc voilà pour cette première petite présentation sur Excel du tirage aléatoire. Alors je vais revenir sur mon diaporama. Donc on retrouve, Christophe, tu confirmes qu'on voit bien le diaporama là? Confirme, c'est bon. D'accord. Donc on retrouve les 3 formules que j'ai utilisées. Et vous voyez déjà avec ça qu'on peut s'amuser à regarder comment se mélangent des lois uniformes. Alors j'aurais pu aussi mélanger des lois normales, j'aurais pu aussi mélanger des lois en U pour voir ce qui se passait. Vous allez voir tout à l'heure, on va faire un mélange avec une loi un peu particulière qui plaît beaucoup à Christophe. Une loi, on va l'appeler Tartampion. Voilà, mais j'y reviens rapidement. Donc sur ce slide, je vous explique simplement comment, ce que je viens de faire à l'écran en direct, à savoir comment on construit un histogramme très facilement sur Excel en utilisant
l'astuce de déterminer le numéro de la classe de chaque réalisation de variable aléatoire, et ensuite en utilisant la fonction NBC qui nous dit combien on a d'éléments de telle classe dans notre histogramme. Donc ça, c'est assez facile à mettre en œuvre. Vous l'avez vu, ça se fait en une minute. Et on peut également, sur Excel, simuler tout type de loi. Alors voilà ma loi Tartampion, qui plaît tant à Christophe. Donc là, vous avez compris en introduction, je vous ai mis la représentation d'une loi normale, donc cette fameuse loi en cloche que tout le monde connaît. La loi uniforme, tout le monde l'a bien vu avec les histogrammes, quand j'ai la même probabilité d'avoir telle ou telle valeur de ma variable aléatoire, alors je retrouve un rectangle en fait, et puis chacun aura reconnu aussi la loi en U, c'est-à-dire quand j'ai plus de chances d'être aux bornes de l'intervalle de variation, donc de l'intervalle des valeurs possibles, que quand j'ai plus de chances d'être aux bornes plutôt qu'au centre. Voilà. Ce qui me permet de vous rappeler que la moyenne n'est donc pas la valeur la plus probable, comme on pourrait parfois se tromper en le pensant, mais c'est simplement un paramètre qui s'additionne avec les autres paramètres dans des lois aléatoires pour former la moyenne du paramètre du mélange. Voilà, on va voir ça. Donc, quand on n'est pas dans des lois classiques, donc des lois qu'on appelle théoriques, c'est-à-dire qu'on peut écrire avec une équation, là, vous voyez ma loi quelconque, qui est quelconque jusqu'à l'orthographe de son nom d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, en fait, j'ai fait un histogramme des fréquences. Donc, j'ai décidé que dans une classe, dans la première classe, il y avait 15% des valeurs possibles, dans la deuxième, 5%, dans la troisième, 15% à nouveau, dans la quatrième classe, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière classe où j'ai 20% des valeurs possibles. Voilà. Cette loi, elle est complètement empirique. Elle pourrait, par exemple, correspondre en injection plastique à un moule qui fabriquerait 5 pièces en même temps avec 5 empreintes qui seraient différentes. Et puis, du coup, on aurait des pièces qui sont autour de la première empreinte, deuxième empreinte, troisième empreinte. Alors, bon, évidemment, ça serait pas tout à fait normal qu'autour de la cinquième empreinte, il y en ait plus, mais voilà, pour vous situer, toutes les lois de probabilité, tous les phénomènes aléatoires qu'on rencontre ne sont pas toujours soit gaussiens, soit uniformes, soit dérivés d'Archinus, ils peuvent avoir toutes les formes qu'on veut. Et dans l'univers du big data dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, nous pouvons parfois disposer de beaucoup de données. Et quand on a beaucoup de données, c'est un peu compliqué quand on tient compte des incertitudes de mesure. C'est pas le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Ça sera sûrement pour le prochain webinaire où on parlera d'incertitudes de mesure. Mais quand on a beaucoup de données, du coup, on peut dessiner un histogramme. Et quand on peut dessiner un histogramme qui représente une loi particulière de probabilité, on va pouvoir demander à Excel de tirer des variables aléatoires qui correspondent à cet histogramme. C'est ça qu'il faut retenir. C'est important. Alors, comment on fait pour tirer des valeurs aléatoires dans une loi empirique, donc telle que celle-ci, une loi quelconque, une loi Tartampion? On va écrire ce qui s'appelle sa fonction de répartition. Alors, sa fonction de répartition, c'est quoi? C'est rien de très grave, c'est qu'on prend la première classe avec ces 15%, qui sont ici, là. Ensuite, on va additionner la deuxième classe, ensuite additionner la troisième classe aux deux premières et ainsi de suite pour arriver finalement à faire un histogramme. Alors là, j'ai choisi de le faire sous forme de courbe, vous allez comprendre pourquoi, des fréquences cumulées. Dans la première classe, on a 15% des valeurs. Ensuite, on aura, en intégrant la deuxième classe, on aura 20% des valeurs. Puis en intégrant la troisième classe, on aura 35% des valeurs et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée où on retrouve 100% des valeurs, ce qui est bien normal puisque à l'arrivée, on ne peut avoir que 100%. Donc, notre fonction de répartition, en fait, c'est un outil mathématique classique, va nous permettre, en fait, d'avoir une information sur les fréquences cumulées du phénomène. L'histogramme nous donne sa loi de probabilité, la fonction de répartition nous donne ses fréquences cumulées. Quand on connaît un histogramme, on peut facilement construire la fonction de répartition, c'est une addition. Et quand on connaît la fonction de répartition sur Excel, on va pouvoir tirer des réalisations de cette fonction bizarre en utilisant la fonction aléa, donc dans le 0 à 1, aléa varie entre 0 et 1 de façon uniforme. Donc on va demander à Excel de tirer des valeurs entre 0 et 1. Au hasard, on va prendre une valeur ici par exemple, on va revenir croiser la fonction de répartition ici pour revenir au xi correspondant. C'est comme ça qu'on va pouvoir tirer des xi qui suivent la loi de probabilité dont on vient de voir qu'elle avait un histogramme bizarre puisqu'il s'agissait d'une loi empirique. De la même façon, on va retirer une autre valeur dans aléa et on va revenir. Alors ici, c'est simplement des petits segments de droite. Donc c'est très simple de revenir. Bon, il y a un petit peu de code, là, il n'y a pas de fonction à ma connaissance dans Excel qui fait ça tout seul. Mais c'est assez facile à faire parce que c'est finalement calculer un x quand on connaît un y et il faut aller regarder dans quelle portion de droite se trouve le y pour revenir à notre x qui est ici. Donc là, je vais ouvrir un autre fichier Excel
Alors, il faut que je le partage, donc, sinon vous n'allez pas le voir, si j'ai bien compris. Donc là, normalement, C'est bon. C'est c'est bon. bon. Donc, vous voyez ma loi que j'ai appelée loi 2 ici, c'est la même que je viens de vous montrer à l'écran, cette loi 2. Alors, voilà. Ici, donc, à sa droite, la fonction de répartition, cette loi 2. OK. Et là, j'ai fait un petit programme Excel qui va permettre de simuler des valeurs, ici, xi, sur cette page-là, des valeurs xi, qui correspondent à cette loi 2, dont je lui ai demandé, dont je lui ai dit qu'il fallait qu'elle varie entre 2 et 25. Bon, il y a une petite subtilité ici, mais c'est pas très important de la rappeler. Et donc, on voit ici que quand je vais lancer mes simulations, alors 5000 simulations sur une loi comme ça, c'est un peu long, donc je les ai fait à l'avance ce matin. Et ben, si je regarde l'histogramme de mes simulations, ben, je vais retrouver à peu près la forme de la loi empirique que j'ai demandé à Excel de recalculer. Voilà. Donc, on peut réobtenir des variables aléatoires, réalisation de variables aléatoires ici, qui suivent une loi de probabilité, même quand c'est une loi de probabilité empirique, qui la suivent au détail près des simulations, évidemment. Ça peut pas être rigoureusement la même chose, mais on est exactement dans la même forme. Donc là, je vais quand même prendre le temps avec vous de faire un petit calcul rigolo, je trouve. C'est qu'on va mélanger trois lois 2. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai mélangé quatre lois uniformes. Là, on va mélanger trois lois 2. Donc, je vais pas lui demander de faire 5000 tirages, je vais lui demander d'en faire 1000. Je vais lancer ma simulation. Donc, vous voyez que ces lois, elles sont complètement hétéroclites, elles sont complètement bizarres. Je leur demande donc je mets les trois mêmes. Alors, je fais exprès de mettre les trois mêmes en termes d'étendue pour qu'il n'y ait pas de distorsion et qu'on soit dans les conditions du théorème central limite. Là, je pense que mon calcul va pas tarder d'arrêter. Là, vous voyez sûrement mon curseur qui tourne un peu. J'entends Christophe qui piaffe d'impatience déjà pour nous parler de variables corrélées. Ça arrive, Christophe, ça arrive. Je ne sais pas si on a des questions, Peggy, sur le chat auxquelles je peux répondre en attendant pendant le calcul. Pas de question pour l'instant, Jean-Michel. D'accord. Bon, bah c'est que tout le monde, c'est que c'est clair pour tout le monde ou que c'est que tout le monde dort, je sais pas. Une question, juste, quelqu'un demandait si ton fichier Excel pouvait être accessible. Oui. Alors, dans celui-là, il faudrait que je l'améliore parce que j'ai pas intégré la nouvelle façon de construire les histogrammes dedans. Et il est donc un peu plus long un peu plus long que ce que j'ai montré, mais en tout cas, on peut rendre disponible la fonction qui simule des lois empiriques. Ça pose pas de problème particulier. Il faudrait juste qu'on fasse un peu de mise en forme pour le mettre sur notre site. Bon, là, je suis peut-être parti dans un truc un peu long. Là, je pensais pas que c'était si long. Ça ne devrait pas tarder de finir. Donc, oui, on peut noter d'envoyer au moins un fichier simple, au moins les onglets et la fonction qui permet de simuler des lois empiriques et le mélange de lois empiriques. Donc, les trois onglets là qu'on voit, loi empirique, mélange de lois et simulation du mélange de lois. Je pense que c'est long parce que tu as des simulations que tu as lancées avant et à chaque fois qu'il refait une mise à jour, il remet à jour tous tes onglets. Et donc, Ouais, ça peut c'est marcher effectivement quand ça. Et on le voit ici derrière, je vois qu'il fait ça sur l'autre fichier. Alors ça, c'est un problème d'Excel, en effet, tu as raison. ouais. Donc Et je je vais pense que c'est fermer. pour ça que ça devait bien marcher quand tu avais fait ta démo, mais là, comme tu as tout remis en marche, du coup, ça rafraîchit tout. Mais par contre, je sais C'est pas comment ça. l'arrêter. Ben moi, je sais. On fait ça. On fait ça simplement. Je ferme ce fichier. Je relance, mais au lieu d'en faire 1000, je vais en faire 100. On va voir déjà à quelle vitesse ça va. Alors évidemment, voilà, 100, ça va beaucoup plus vite. Et donc ici, alors je sais pas si avec 100, je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer, mais si, ça marche plutôt pas mal. Vous voyez déjà avec 100 simulations, c'est-à-dire je lui ai dit de tirer une variable aléatoire dans cette loi-là, une autre dans cette loi-là, une autre dans cette loi-là, et de les additionner pour former cette valeur-là. Puis on refait, puis on refait, puis on refait. On a fait 100 fois. Et quand je regarde l'histogramme des sommes, eh ben je retrouve quelque chose qui ressemble à une loi normale. Donc ça, c'est les propriétés du théorème central limite qui sont vraiment remarquables. Donc ça marche même sur des lois qui sont complètement tartempion. Alors ça va même un petit peu plus loin, c'est qu'ici, on a calculé en fait l'écart type des 100 simulations de cette loi-là. Ici, l'écart type des 100 simulations de cette loi-là, qui est la même, mais c'est pas les mêmes variables aléatoires qui ont été générées. Ici, l'écart type de ces 100 valeurs de cette loi-là. Et en fait, quand on fait la variance composée, enfin la somme, voilà, on va le voir ici, pardon. Quand on regarde
sur les valeurs simulées, en fait, la moyenne de cette colonne, c'est-à-dire de la somme des trois réalisations des lois, vaut à peu près 39. Et si je fais la somme des trois moyennes, j'ai à peu près 39. Et l'écart type de cette série-là est égal à 10,81. Si je fais la somme des variances racine carrée, j'obtiens 10,76. Autrement dit, on vérifie ici, même dans une loi complètement débile, la propriété d'addition des moyennes et la propriété d'addition des variances. Bon, j'ai exprimé les écarts types, mais en fait, c'est des variances. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer sur ce côté. Est-ce que je suis revenu à mon PowerPoint, Christophe? Non, on a ton Excel tout blanc. D'accord. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint. Ça, c'est vraiment pas pratique sur... Il semblait que ça marchait mieux que ça dans nos essais, mais ça s'est pas reproduit. Donc là, on est revenu sur ma simulation de loi empirique, c'est ça? C'est ça. Alors, quelle utilisation concrète maintenant dans le domaine de la métrologie? Je vais vous donner deux exemples avant de laisser la parole à Christophe. Le premier exemple, alors je le dois à quelqu'un qui doit être parmi les participants, puisqu'il m'a interrogé sur LinkedIn sur des questions autour justement des mesures de masse et de ce qu'on utilise pour faire les corrections, en tout cas la prise en compte de la poussée d'Archimède en fonction de la masse volumique de l'air et de la masse volumique de ce qu'on mesure, de l'entité qu'on mesure. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, dont une qui nous donne la formule, là, vous voyez, A moins A0, vecteur de 1 sur R moins 1 sur R0. Ça, c'est une formule qui permet de calculer la correction de poussée de l'air et qui tient compte de la masse volumique de l'air et de la masse volumique du mesurand. Sachant que, alors ça, c'est une source Wikipédia, la masse volumique de l'air en fonction de l'humidité, de la température et de la pression est donnée par la formule que vous voyez là encadrée 1 sur 287,06 facteur 2. Voilà. Donc si on veut mettre la masse volumique de l'air dans la première formule en haut et regarder ce qui se passe dans un laboratoire, quand le laboratoire a des conditions, certes, enfin laboratoire ou pas d'ailleurs, a des conditions maîtrisées, mais qui ne peut pas garantir une humidité relative toujours la même, une température toujours la même, une pression toujours la même, et qui ne mesure pas toujours le même type d'entité, alors on va pouvoir utiliser la simulation numérique. Ah ouais, donc là c'est pareil, tu vois pas mon fichier, il faut que je vienne dessus, vous voyez pas mon fichier, alors j'y vais. Vous le voyez là? C'est bon. Voilà. Donc là vous voyez un bel histogramme gaussien, voilà, comme le GUM s'y attend, on va dire. Et vous voyez ici qu'en fait je me suis dit, j'ai réécrit la formule, hein, donc là la simulation c'est quoi? Je vais simuler des valeurs d'hygrométrie relative en fonction du type de loi que je vais choisir pour l'hygrométrie, de sa moyenne et de son écart type. C'est exactement ce qui a été fait dans le slide, dans le fichier précédent, mais là, appliqué à cette colonne, je simule des valeurs possibles suivant une loi uniforme pour l'hygrométrie. Dans cette colonne, je simule des valeurs possibles pour la température suivant une loi normale. Pareil, pour la colonne d'après, je simule des pressions en Pascal. Pour la colonne d'après, je dis que je mesure pas forcément du 8000 kg par mètre cube, mais je peux mesurer des produits, mettons, autour de 1000. Hein. Voilà. Et ici, on peut imaginer que j'ai une loi uniforme autour de la masse volumique du corps pesé. Ça me permet avec Excel, tout bêtement, pardon, je vais trop vite, de calculer le ρ suivant la formule que je vous ai montrée tout à l'heure, là, avec le 287,6. Donc le ρ, c'est-à-dire la masse volumique de l'air ambiant. Ici, la masse volumique, de l'air ambiant. Ici, c'est la masse volumique de l'air de référence, 1,2 kg par mètre cube. Ici, je tire une valeur possible de la masse volumique du corps pesé, pesé. Et ici, je détermine donc, par la formule qui est donnée dans les slides, la correction d'Archimède, voilà, la correction de la poussée de l'air. Et de la même façon que tout à l'heure, comme j'ai simulé plein de cas possibles, j'ai plein de possibilités, je regarde le numéro de la classe dans lequel se trouve cette valeur de C, et je peux dessiner l'histogramme des valeurs de C, pardon, il ne veut pas rester là où je le mets, et on voit ici que cet histogramme est gaussien. Voilà, donc c'est parfait, on est content. L'histogramme est gaussien, l'incertitude, enfin la correction de poussée de l'air moyenne, c'est 3,7410-6, je pense qu'on est en kilogrammes, et l'écart type sur cette correction, il est de 1,06. Vous notez ici que l'écart type est bien plus grand que la correction lui-même, donc je peux faire une correction systématique de cette valeur-là, mais je dois introduire dans le calcul d'incertitude sur ma pesée, cet écart type-là de la correction de poussée de l'air que je viens de calculer par simulation numérique, parce que, accordez-moi que faire les dérivés partielles
des différents termes de la formule qui était sur le PowerPoint tout à l'heure, c'est pas tout à fait facile et ça fait rire personne. Bon. Là, on a un cas de figure qui marche bien puisque vous voyez bien qu'on a une moyenne et un écart type et que l'histogramme des corrections nous montre que cette moyenne et cet écart type sont une moyenne et un écart type d'une loi pratiquement normale. Par contre, regardez bien ce qui se passe si je dis que ma température, finalement, elle varie pas forcément de façon normale, mais elle varie suivant une loi en U. Et bien donc, on voit que c'est le facteur le plus important de la correction de poussée de l'air. Le fait que la température varie suivant une loi en U montre que notre correction de poussée de l'air varie elle aussi suivant une loi en U. Évidemment, qui va s'amplifier si j'élargis ici le domaine de. Alors, ça s'amplifie, c'est au niveau de l'écart type qu'il faut le voir. Hein. C'est ce 1,79 qui change. Si je mets 1, hein, j'étais à 1,79 10-5 et maintenant je suis à 3,63 10-6 et là, vous voyez, j'ai changé de forme. Donc ça montre quoi? Qu'on peut facilement calculer, sans appliquer la loi de propagation, les conséquences des variabilités sur les grandeurs d'entrée dans la grandeur de sortie. Donc là, nos grandeurs d'entrée, c'est l'hygrométrie, la température, la pression, la masse volumique du corps pesé. Et donc, on peut regarder comment tout ça, ça se propage par simulation numérique et très facilement dans le résultat final qui nous intéresse. Et là, on se rend compte, par exemple, que le résultat final n'est pas du tout gaussien. Donc, dans ce cas-là, si la correction de poussée de l'air, c'est pas le mesurant final. Mais le fait de pouvoir observer l'histogramme, ça nous permet d'éviter de dire des bêtises parfois quand on pense systématiquement l'incertitude de mesure se distribue sur une loi normale. Dans certains cas, et on le voit bien ici, l'incertitude sur la grandeur finale ne se distribue pas sur une loi normale. Ça dépend de l'impact de chacune des grandeurs d'entrée dans le résultat final. Donc attention au piège trop classique de tout se passe comme si c'était toujours une loi normale, parce que la réalité, c'est pas vrai. Et comme c'est pas vrai, la simulation numérique, c'est un bon réflexe pour aller vérifier, quand on a un calcul d'incertitude, d'aller vérifier si la résultante de ce calcul, ici, là, donc j'ai dû revenir sur le PowerPoint, hein, Christophe, c'est bien ça? C'est ça. La résultante de ce calcul, on peut aller regarder facilement si c'est gaussien ou pas gaussien. Et vous voyez que sur Excel, on peut faire ça très vite. Quand on connaît les formules, il suffit juste de savoir générer les variables d'influence de la formule. Autre cas d'utilisation de la simulation numérique en métrologie sur un sujet qui est réputé compliqué normalement pour à peu près tout le monde. Flûte, j'ai un truc qui saute un peu. Vous avez sûrement entendu parler du guide NF ISO IEC guide 98-4 qui traite de la déclaration de conformité en tenant compte des incertitudes de mesure. Alors, on va pas faire un webinaire aujourd'hui sur le guide 98-4. Je crois qu'on en a prévu un pour d'ici la fin de l'année. Mais là, on va juste parler d'un des risques que définit le guide, c'est le risque global. Dans ce risque global, pour le calculer, on fait quoi? On dit qu'on doit connaître l'a priori sur le procédé, c'est-à-dire quand on mesure des choses en général, on a des informations sur ce qu'on est capable de produire. Hein. Si je prends la glycémie dans un laboratoire de biologie médicale, la glycémie des sapiens, elle est connue, quoi. Enfin voilà. Après, quand on est malade, évidemment, on est loin de la glycémie normale, mais depuis le temps qu'on mesure des glycémies, si on regarde tous les gens qui sont pas malades et qu'on regarde leur glycémie, on va avoir une loi de distribution des glycémies possibles de gens pas malades. Voilà. Et donc, cette loi de distribution, dans le guide 98-4, ou cette loi de probabilité, on l'appelle la loi a priori. Et cette loi a priori, elle nous permet de déterminer la probabilité que tel ou tel phénomène se produise, que telle ou telle valeur vraie se produise. Donc là, j'ai choisi, par exemple, alors j'ai mis objet, mais si je prenais la glycémie, valeur vraie d'une glycémie pour un d'entre nous peut-être. Voilà, on n'est pas forcément malade, mais on est au bout de cette distribution. Le guide nous dit que quand on veut calculer le risque global, il faut évidemment tenir compte de cette probabilité-là, de cette valeur vraie-là, d'accord, mais également de la probabilité P2 ici, qu'on mesure cette valeur vraie, qui est pourtant non conforme. Ici, avec ce trait noir, on matérialise la limite de spécification. Et donc, on doit calculer la probabilité de mesurer cet objet-là, cette entité-là conforme, à cause de notre erreur de mesure. Donc là, vous voyez bien la certitude de mesure, c'est ma gaussienne en rouge, hein, je crois. Je suis daltonien, désolé. Et toute la partie assurée, c'est les erreurs de mesure qu'on pourrait faire en mesurant cet objet-là et qui nous feraient croire que la valeur est conforme. Donc, quand on regarde ça, on peut comprendre la figure. Par contre, quand on regarde le calcul du risque global, c'est un peu compliqué parce qu'il faut appliquer toute cette mécanique-là pour toutes les valeurs vraies de l'objet de moins l'infini, ce qui est ici, de moins l'infini, oui, ce qui est ici, à plus l'infini. Alors, plus l'infini, il est caché ailleurs, donc là, j'ai un problème.
c'est que c'est pas exactement, la formule n'est pas tout à fait juste, mais voyons, ici, on a une double intégrale, parce qu'on va regarder tout ce qui se passe avant la valeur inférieure de conformité, tout ce qui se passe entre les deux limites de conformité, et tout ce qui va se passer en dehors de la spécification entre la limite supérieure et plus l'infini. Voilà. Donc, on a une formule un peu compliquée avec une double intégrale. Quand on voit ça, ça fait plaisir à personne. Ben, je vais vous montrer qu'avec de la simulation numérique, en fait, on peut faire ça assez facilement. Alors, il faut que je ferme. Oh là là, c'est pas très pratique le. J'espère que moi ça se passera bien. Non, parce que là, tu vois, voilà, là, ça vibre. Je comprends pas ce qui se passe. Alors, attendez, je vais juste couper mon partage d'écran 2 minutes. Voilà, je vais fermer ça. Je vais démarrer ce que je voulais démarrer. Voilà. OK. Et je vais remettre mon partage d'écran. Alors, on dit à tout le monde que c'est vraiment génial les GoToWebinar, mais sur ça, là, enfin, c'est peut-être nous qui devons faire des progrès aussi, hein, c'est impossible. Voilà. Donc là, vous devez être sur mon fichier Excel, si j'ai bien compris, qui s'appelle calcul de risque global. Je rappelle la formule ici parce qu'elle fait mal à la tête un peu. Hein. Voilà. Et ben en fait, quand on a compris le principe du risque global par simulation numérique, c'est très facile à faire. On va lui dire simplement qu'on a une réalité, ce que j'ai appelé l'a priori tout à l'heure, qui est par exemple ici, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, on l'a vu, une loi normale de moyenne 10 et d'écart type 0,8, que quand on fait des mesures, on n'a pas de biais de mesure, donc on a une incertitude, enfin nos biais sont corrigés et on a une incertitude type 2,1. On va pouvoir ici simuler des valeurs vraies possibles, donc ça c'est la probabilité P1 du slide précédent. On va pouvoir simuler des erreurs de mesure possibles, ça vient de mon processus de mesure. Donc, on va pouvoir simuler une valeur mesurée possible, c'est-à-dire la somme de la valeur vraie et de l'erreur de mesure. Et on va regarder si la valeur vraie est conforme, puisqu'on connaît les limites de spécification, entre 9 et 11. On va regarder si la valeur mesurée est vue, elle aussi est vue conforme ou non conforme. Et on va simplement se dire que quand on voit non conforme, un truc non conforme, alors il n'y a pas de risque, puisqu'on ne s'est pas trompé dans la décision. Quand on voit un truc conforme et qu'on le mesure conforme, alors il n'y a pas de risque, puisqu'on ne s'est pas trompé dans la décision. En revanche, quand on voit un truc conforme, enfin, quand un objet est conforme, une entité est conforme, et qu'une valeur mesurée la montre non conforme, alors on est dans un contexte qui s'appelle le risque fournisseur, c'est-à-dire je vois non conforme un objet pourtant conforme, et ici on est dans un cas inverse où on a la valeur vraie est non conforme, et à cause des erreurs de mesure, je la vois conforme. Donc je vais pouvoir ici dire si je suis OK, si je suis dans un risque fournisseur ou dans un risque client, et comme on l'a vu tout à l'heure, une fois qu'on a fait ça, on a plus, j'ai plus mon histogramme. Alors ça, c'est fort. C'est fort en chocolat, j'ai perdu mon histogramme. Moi, j'ai dû l'effacer par inadvertance. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, je les calcule ici. Ouais, j'ai peut-être pas fait d'histogramme, pardon. Je calcule ici. Ouais, c'est ça, j'ai pas fait d'histogramme là, mais je pourrais avoir. Enfin, non, c'est pas un histogramme qu'on va faire là, pardon. Là, soit je suis dans des cas OK, soit je suis dans des cas RF, soit je suis dans des cas RC. Et je vais pouvoir calculer le nombre de cas RC sur le nombre total de cas. Et ça veut dire que avec cette configuration-là entre la réalité et ma mesure, OK, j'ai un risque client de 7,23% et un risque fournisseur de 30%. Voilà, je suis capable de calculer ça très simplement par simulation numérique. Comme je sais que les métrologues sont friands de capacité, c'est-à-dire le ratio entre la tolérance ici et l'incertitude de mesure, donc la tolérance, mes limites de spécification et l'incertitude de mesure, ça définit bien la capacité. Donc ici, je dis que j'ai une capacité de 1. Regardez bien ce qui se passe maintenant. Si ma moyenne ici, au lieu d'être à 10, elle est à 10,5. Ah, c'est pas très marquant. Et que ma dispersion est à 2. Vous voyez que pour un rapport de capacité donné, le risque ici fournisseur et le risque client sont complètement différents. Donc, ceux qui me connaissent savent que je dis depuis longtemps que cette capacité, ça ne décrit pas les problèmes qu'on doit résoudre. Le problème qu'on doit résoudre en métrologie, c'est de prendre des décisions pertinentes. C'est-à-dire, quand c'est conforme, on dit que c'est conforme. Quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Et quand on se trompe de décision, ça a des conséquences. En risque client, ça veut dire que je livre des pièces non conformes, ou en risque fournisseur, ça veut dire que je rebute des pièces conformes. Et ça, c'est pas du tout acceptable d'un point de vue industriel. Et c'est pas la capacité qui règle ce problème-là. Et on le voit ici par simulation numérique, très simplement. Donc j'espère vous avoir convaincu, pour ma part, que la simulation numérique, dans des cas classiques de métrologie, hein, où on fait des mesures directes, et ben on va pouvoir avoir des informations importantes sur la loi de distribution de l'incertitude de mesure.
C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la correction de poussée de l'air, dans le calcul des risques. Et on fait ça très simplement avec 2-3 formules à connaître et savoir utiliser un tout petit peu Excel. Voilà. Donc j'en ai fini pour ma part. Je vais laisser la main à Christophe, qui va vous parler, quant à lui, de choses encore un peu plus compliquées, de choses un peu plus compliquées, à savoir qu'est-ce qui se passe quand on a des variables corrélées. Toi, complémentaire, on va dire. Bon, voilà, c'est la suite. Je récupère l'écran. Si il veut bien. Christophe, est-ce que tu lances la première question ou pas, le sondage? Ah bah tiens, oui, pendant que je prends mon oui, pendant que je choisis mon écran, lance la question. Moniteur. Ah, partage d'écran. Tu m'as piqué ma partage Donc d'écran. voilà, je vais vous poser une petite question. Donc c'est un sondage. Mon phénomène est une combinaison d'un grand nombre de causes indépendantes. Puis-je le considérer comme gaussien? Vous avez 3 réponses possibles. Oui, non ou je ne sais pas. Je croyais que tu allais dire vous avez 3 secondes. Non, non. Moi, je vois plus rien, mais je sais pas. Moi, je vois le sondage à l'écran. Bon, bah alors, impeccable. Donc là, j'ai 40% qui ont voté. Donc, je vais arrêter le sondage. J'ai donc je vais partager les résultats. Donc, oui à 60%, non à 26% et je ne sais pas à 14%. Alors, tu veux répondre, Jean-Michel? Je ne sais pas. En fait, alors si les causes sont indépendantes et qu'il y en a un grand nombre, on peut supposer effectivement que c'est gaussien. Sauf que d'en avoir un grand nombre ne veut pas dire qu'on n'en a pas une qui est dominante sur toutes les autres. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer un phénomène qui est mélangé avec une loi qui pèse 80%. Alors ce poids, c'est une variance. Hein. Donc une loi qui pèse 80% et 10 autres lois qui se mélangent dans les 20% qui restent. Et ben dans ce cas-là, on aura la loi du 80%. C'est-à-dire que là, on pourrait répondre oui, ça se mélange. Ça peut être considéré comme gaussien. Il y a au minimum une condition, c'est qu'on vérifie qu'il n'y a pas une des lois qui dépasse 30% du poids global en variance. Donc ta question, Peggy, était un tout petit peu litigieuse, mais elle permettait d'ouvrir le débat et de bien préciser ces choses-là. Et d'ailleurs, vous l'avez vu sur la poussée d'Archimède, là, on a bien vu que quand la température qui pèse lourd, en fait, dans l'équation globale, si on lui change sa loi de probabilité à elle, et ben ça change complètement le résultat final. Et pourtant, vous avez vu qu'il y avait 4 lois qui se mélangeaient dans l'exercice. Alors la réponse c'était en effet non, pour justement mettre en évidence qu'il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas de loi qui dominait les autres lois. Une question piège alors, Peggy. Un petit peu. Comme elle les aime. Christophe, est-ce que tu reprends la main? Oui, si tu peux me redonner la main sur l'écran. J'en profite pendant le break là pour dire, j'ai interrogé 2 personnes parce que je m'interrogeais là-dessus, sur la différence entre, pour les connaisseurs qui nous écoutent, entre loi de probabilité et fonction de densité de probabilité. Donc d'un point de vue mathématique et rigoureux, c'est la même chose. Ça ne nous facilite pas la vie parce qu'on utilise plein de mots différents, loi de distribution, loi de probabilité, fonction de densité de probabilité. Tout ça, c'est la même chose. C'est soit la courbe en cloche, soit le rectangle, soit la loi Tartampion. C'est en tout cas l'histogramme, on peut le dire comme ça. On peut toujours les résumer à un histogramme. C'est l'histogramme des valeurs possibles d'un phénomène. À toi, Christophe. Alors, vous voyez mon écran ou pas du tout? Moi, je le vois, perso. Ah, pardon. Oui, c'est bon. C'est bon? Et si je mets quelque chose dessus, est-ce que vous voyez? Oui. Oui, tout va bien. J'ai de la chance. Allez. Bien, alors Jean-Michel nous a présenté la notion de comment simuler effectivement des lois et comment les combiner. Moi, je vais vous parler d'un aspect complémentaire, c'est la problématique quand ces lois ne sont pas indépendantes. Donc la notion de corrélation, la notion de covariance. Alors pour parler de ce principe-là, je vais prendre un exemple un peu physique. Alors peut-être un petit peu absurde par certains aspects, mais bon, c'est juste un exemple pédagogique.
Alors, j'imagine que je veux simuler une production. Voilà, je produis des tubes, le tube que j'ai marqué ici. Ce tube, j'aimerais, il y a certaines caractéristiques hein, qui m'intéressent dans ce tube-là, notamment la caractéristique de longueur. Donc, ma caractéristique de longueur, je sais ce que je veux produire, donc j'ai une longueur moyenne et je sais que ma production est imparfaite sur les longueurs de tubes produites, donc j'ai une certaine dispersion sur cette longueur-là. Donc, effectivement, je suis capable de simuler une production de tubes, de simuler la caractéristique longueur d'une production de tubes. Maintenant, dans ma production, il n'y a pas uniquement la longueur qui m'intéresse, il y a aussi la masse. Je produis, j'aimerais savoir quelle quantité de matière j'ai utilisée. Donc, je pèse mes tubes et, comme pour la longueur, je suis capable de savoir quelle est la valeur moyenne de ma production et ma production étant imparfaite, quelle est la dispersion de ma production. Et enfin, la dernière caractéristique qui m'intéresse, c'est une caractéristique technique de mon cylindre, c'est le rayon interne de mon tube. Là, encore une fois, j'ai une idée du rayon interne que je veux avoir, donc ma moyenne de mon rayon, et une certaine dispersion autour de ce rayon. Alors, faire ça en simulation Monte-Carlo, Jean-Michel nous a montré que c'était tout à fait réalisable et assez simple à faire. On va le faire rapidement ensemble. Vous voyez mon fichier Excel? Oui, oui. Donc, j'utilise mes lois classiques qu'a proposé Jean-Michel. Donc, les A pour simuler ce qui va se passer. Alors, j'ai OK, loi point normal, standard inverse, excusez-moi. Il y a plein de lois. Voilà. Donc là, c'est j'ai tiré de manière aléatoire dans une loi normale, centrée sur 0, d'écart type 1. Je suis capable de reproduire ce tirage aléatoire, on va dire grosso modo 2000 fois. Et là, j'ai grosso modo simulé ma production centrée sur 0 d'écart type 1. Maintenant, j'aimerais que ma production, bon, je ne vais pas tout de suite la centrer sur 0, je vais garder l'écart type 1, mais je vais la centrer sur 4. Donc là, j'ai simulé une production centrée sur 4 et d'écart type 1. Okay. Donc, je vais voir si ma simulation s'est bien passée en vérifiant que ma moyenne, c'est bien ce que j'ai voulu simuler. J'ai bien une moyenne de 4. Et je vais vérifier que mon écart type, j'ai un écart type de 1. Je vais vérifier que mon écart type, il est bien de 1. Voilà. Donc, j'ai simulé ce que je voulais a priori. Et dernière vérification, je vais regarder, alors de manière graphique, de manière rapide, je vais regarder si la loi que j'ai simulée ressemble à une loi normale. Alors, j'utilise l'outil Excel qui, comme l'a fait remarquer Jean-Michel, est beaucoup moins sympathique à utiliser parce que complètement illisible dans les classes et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Enfin, c'est compliqué à. Donc, c'est plus pratique d'utiliser l'outil que vous a présenté Jean-Michel. On maîtrise quand même mieux les choses. Donc là, quand même, j'ai réussi à simuler mon affaire centrée sur 4, d'écart type 1. Je vais considérer que mes deux autres éléments que je vais simuler, c'est pareil. Ils sont d'écart type 1 centré sur 0. Donc là, grosso modo, j'ai réussi à produire mes différentes choses. Mon problème, c'est que ma simulation, là, toutes les grandeurs que j'ai simulées, longueur, masse et rayon, sont totalement indépendantes. Or, quand j'y réfléchis d'un peu plus près, je m'aperçois que, en réalité, dans ma production, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. C'est-à-dire que dans ma production, quand je produis un tube qui est long, en général, quand il est long, il a tendance à être plus lourd. Oui, j'ai plus de matière, il est plus long. Et quand je produis un tube qui est un peu court, effectivement, quand il est un peu court, il a tendance à être plus léger. Donc, je m'aperçois qu'il y a un lien entre la longueur de mes tubes et la masse de mes tubes. Or, dans ma simulation, ce lien-là, je l'ai complètement passé à la trappe. Si je regarde,
encore une fois, je fais un graphique, le lien qu'il y a entre ma simulation, voilà, le lien qu'il peut y avoir entre la longueur et la masse, okay, ben, j'obtiens le graphique suivant. Alors, je l'agrandis pour que les dimensions en X et les dimensions en X, pardon, et les dimensions en Y soient de la même taille. Voilà, j'obtiens un graphique qui ressemble à ça, qui correspond au fait que quand je produis une longueur grande, je peux avoir en face n'importe quel type de masse. Je ne suis pas plutôt plus lourd ou plutôt plus léger. Donc là, ça c'est un problème que en simulation, il serait intéressant de pouvoir résoudre. Christophe, j'aimerais juste intervenir pour préciser une chose, parce que cette vision graphique des variables, c'est très très important. Ici, on voit une tache ronde très dense au milieu qui s'éparpille sur les bords. Ça, c'est démonstratif de deux variables aléatoires gaussiennes. C'est-à-dire que ce qu'il a mis en X, c'est une gaussienne, ce qu'on met en Y, c'est une gaussienne. Et quand on met les points de coordonnées XI, YI, eh ben, on a une tache très dense au milieu parce qu'on est proche de la moyenne des X et proche de la moyenne des Y. Et puis, plus on s'écarte du milieu de la tache, plus les points s'évaporent un peu, quoi. Voilà, c'est de plus en plus flou. Si on avait simulé deux valeurs uniformes, par exemple, voilà. Si on avait simulé deux valeurs uniformes, ici à l'écran, on aurait un rectangle qui serait densément rempli de partout de la même façon, puisque toutes les combinaisons possibles du rectangle ou du carré, suivant les échelles évidemment, auraient été comme ça. Et si on avait simulé en X et en Y, vous pourriez vous amuser à le faire, des lois en dérivée d'arcsinus, auquel cas on trouverait exactement l'inverse de ça, c'est-à-dire beaucoup de densité sur les bords et absolument pas grand-chose au centre. Voilà. Donc cette capacité, il faut que le métrologue exerce son œil à lire ce type de graphe parce que c'est vraiment important. Ce type de graphique, ça dit beaucoup de choses quand on a l'habitude de les lire. Voilà, je voulais juste préciser ça, Christophe, merci. Excuse-moi. Très bien. Non, mais pas de souci. Précise. Donc là, j'ai vu un certain type de lien entre la masse et la longueur. Donc, quand j'ai une masse longue, quand j'ai une longueur, quand mon tube est long, il a tendance à être plus lourd. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux avoir aussi une relation en sens inverse. C'est-à-dire qu'ici, quand je regarde le rayon, quand j'ai un rayon qui est plutôt grand, c'est-à-dire que je commence à bouffer dans mon diamètre, j'ai une masse qui est plutôt légère. Et au contraire, si j'ai un rayon qui est petit, un rayon interne qui est petit, ça veut dire que j'ai beaucoup de matière et donc j'ai une masse qui est plutôt élevée. Donc là, on voit que les liens entre les paramètres, ils sont plus ou moins importants, ils sont dans un sens, dans un autre. Et donc, bien évidemment, les statisticiens se sont amusés à mathématiser en gros cette problématique de lien entre mes différents paramètres et c'est ce qu'on appelle la covariance. Alors, comment ils ont mathématisé, on va dire, la notion de covariance? Donc, quand j'ai covariance sur un ensemble de paramètres, déjà, au niveau mathématique, la covariance, ça concerne deux paramètres. Donc, quand j'ai un ensemble de paramètres, ici 3, si je regarde la covariance de ces paramètres, en réalité, ce que je vais regarder, c'est la covariance 2 à 2. On verra que dans la formulation, ça a une importance, puisque la covariance, la manière de quantifier ce lien, il y a une formule mathématique qui est donnée ici, avec une allure qui, si vous l'avez en tête, ressemble un petit peu à la formule de variance. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle la covariance, ça a la même racine, c'est des formules sont similaires. Covariance, je varie, je covarie, je varie avec. Alors, les mathématiciens nous proposent des solutions. Le problème de la covariance, c'est que au niveau de l'interprétation physique du chiffre que ça nous donne, une interprétation physique relativement faible. Alors, il y a quand même un sens physique. Une covariance qui est proche de 0, ça a tendance à montrer que les paramètres sont indépendants. Alors, petit bémol, c'est pas tout à fait ça. La réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire, si j'ai des paramètres indépendants, alors ma covariance est à 0. En réalité, si j'ai une covariance à 0, ça ne veut pas dire, ça n'implique pas que j'ai indépendance de mes paramètres. Mais bon, ça c'était pour être un petit peu plus rigoureux. Grosso modo, nous quand on va regarder, c'est vrai que on va regarder une covariance proche de 0, on va dire nos paramètres sont indépendants. Petit abus mathématique. Autre sens physique, le signe. Une covariance positive, ça veut dire que les deux paramètres sont liés dans le même sens.
C'est-à-dire, c'est le cas de figure ici. Quand j'ai une masse qui est grande, j'ai un L qui est grand. Quand j'ai une masse qui est petite, j'ai un L qui a tendance à être petit. Donc là, j'aurai une covariance, je le sais, positive. Une covariance négative, ça veut dire qu'effectivement, il y a un lien, mais négatif, ça veut dire qu'il varie en sens inverse. C'est le cas de figure que j'ai dans mon deuxième cas. C'est-à-dire quand ma masse est petite, quand ma masse est grande, pardon, mon rayon est petit, et inversement, quand ma masse est petite, mon rayon est grand. Donc ça, c'est comment quantifier cette notion de covariance. Alors, comment ça se présente mathématiquement? Alors, je vous l'ai dit que la covariance s'exprime 2 à 2, le lien entre les paramètres s'exprime 2 à 2, et donc naturellement, s'il s'exprime 2 à 2, on a tendance à les mettre dans un tableau. Si je veux connaître la covariance entre L et M, je construis un tableau dans lequel j'aurai toutes mes combinaisons, covariance entre L et M, covariance entre L et R, etc. Et dans mon tableau, je remplis les covariances qui vont bien. Petite remarque par rapport à ce tableau, déjà ce tableau est symétrique, c'est-à-dire que quand je regarde la covariance entre L et M, c'est la même que la covariance entre L et M. La covariance est commutative. Donc là, j'aurai les mêmes valeurs ici et ici. Et petite remarque supplémentaire sur la covariance avec soi-même. La covariance avec soi-même, donc covariance entre L et L, la covariance avec moi-même, je covarie complètement, je suis complètement lié à moi-même. Quand je me connais, je me connais. Quand on regarde la covariance avec soi-même, si on regarde la formule, c'est-à-dire covariance de X avec X, là, on aura la formule, cette formule-là reviendra à la formule de la variance. Donc finalement, dans mon tableau ici, que j'ai construit un petit peu naturellement pour voir les covariances 2 à 2, on retrouve la notion de matrice de covariance. Donc cette notion de matrice de covariance, n'est pas forcément quelque chose de complexe, c'est quand on réfléchit à la problématique, on va dire naturellement, on a envie de construire un tableau pour organiser toutes ces informations-là. Alors je vous ai dit, la covariance, le chiffre donné par le nombre donné par la covariance, c'est difficilement interprétable physiquement. D'où l'idée de faire intervenir un autre paramètre qui s'appelle la corrélation linéaire, qui est fortement liée à la covariance. La corrélation linéaire, c'est tout simplement la covariance que j'ai essayé de normaliser par rapport à la dispersion de mes phénomènes. C'est-à-dire que je regarde ma covariance entre X et Y, et je la normalise par rapport à la dispersion de X et Y. Alors vous allez me dire, ouais, on réintroduit une formule, on complique les choses. Ben non, avec cette formule-là, on obtient le facteur de corrélation linéaire. Et ce facteur-là, il a un sens physique beaucoup plus intéressant à interpréter. Déjà, du fait de ma normalisation, le facteur R, il varie entre -1 et 1. Avec le sens physique très fort, à 0, les paramètres sont indépendants. À 1, les paramètres sont liés à 100%. C'est-à-dire quand j'en connais un, je connais l'autre. Avec le signe, 1, ils sont liés à 100% dans le même sens, -1, ils sont liés à 100%, mais ils sont en sens inverse, en opposé. Donc là, j'ai quelque chose de relativement intéressant à utiliser, c'est la matrice de corrélation. Donc, elle s'exprime un petit peu de la même manière par une matrice, donc par un tableau, sauf que le contenu est un petit peu plus physique. Ce que je vais trouver dans mes facteurs de corrélation, c'est quelque part le pourcentage, le lien. Sachant qu'un pourcentage à 0, ça veut dire que les paramètres sont indépendants. Donc L et M, dans mon cas de figure présent, ils sont liés, mais liés à 30%, ils sont moyennement liés. Par contre, M et R, dans mon cas de figure, là, ils sont liés à 80%, ils sont très liés. Et avec le signe, je sais dire qu'ils sont liés en sens inverse. Donc, une matrice de corrélation, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus lisible, plus interprétable physiquement. Alors, le petit défaut de la matrice de corrélation, c'est que dans la diagonale, on a une perte d'information par rapport à la matrice de variance-covariance, c'est que dans la diagonale, forcément, tout est égal à 1, parce que la corrélation entre une variable et elle-même, elle est égale à 1, elle est corrélée à 100%. Donc, quelque part, on perd l'information de la variance qu'on avait ici. On sait qu'ils sont corrélés, mais on ne connaît pas la valeur. Donc, de toute manière, il va falloir travailler avec les deux. Donc, moi, je reviens sur mon exemple Excel. Non, peut-être Christophe, juste une remarque là. Je sais qu'on n'a pas souvent échangé là-dessus, mais moi, je n'ai aucun complexe
à utiliser une matrice de corrélation, comme celle que tu viens de décrire en bas, sauf que sur la diagonale, je mets les termes de variance. Ce qui fait qu'avec les termes de corrélation dans les termes non diagonaux et la variance sur la diagonale, je sais recalculer toutes les covariances. Donc en gros, c'est l'équivalent d'une matrice de covariance, parce qu'en mettant, je redis, dans la diagonale, au lieu de mettre des 1, si on met les sigma carré L, sigma carré M et sigma carré R, eh ben on peut tout recalculer de la matrice de covariance. Alors ça, c'est une possibilité. Le problème d'avoir cette approche-là, c'est que tous les calculs matriciels qu'on peut faire après à côté ne marchent plus parce que j'ai des objets qui sont pas cohérents. Voilà. Mais au niveau Ça tableau, nécessite la transformation, en effet, de recalculer les termes non diagonaux pour les ramener sous forme de variance. voilà. Mais au niveau Voilà. tableau, là, on aurait toute l'information en un seul tableau. Donc c'est Mm. intéressant comme information. Je ne transmets qu'un seul tableau. Donc au niveau de mon exemple, ben moi ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est effectivement faire le même travail que précédemment. Là juste, je vérifie que mes autres paramètres sont bien ce que je veux, mais j'aimerais faire intervenir la corrélation, mettre la corrélation entre L et M, L et R et M et R. Alors comment ça marche? Ben, ça, je peux aussi le faire sous Excel. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc sous Excel, pour pouvoir faire ma simulation numérique avec une corrélation, j'ai besoin d'en entrer de ma notion de matrice de variance-covariance ou matrice de corrélation avec mes écarts types. Cette matrice de variance-covariance, comme on l'a vu précédemment, elle va vous donner toute l'information sur la dispersion et les liens entre les différents paramètres que vous observez. Par contre, ce qu'elle ne va pas vous donner, c'est le vecteur de position, c'est-à-dire les positions où est-ce que je me trouve. Est-ce que je me trouve autour de 4, autour de 0, autour de moins 150? Donc, avec ma matrice de variance-covariance pour ma simulation, il me faut quand même un vecteur de moyenne. Avec ces deux informations-là, on est capable, sous Excel, de simuler des variables corrélées, un ensemble de variables corrélées. Alors, comment ça marche? Au départ, ben, ça marche un petit peu de la même manière. Ça marche avec une simulation de loi normale centrée réduite. Okay, je pars d'un cas de figure centré réduit et je vais le corriger avec ma matrice de variance-covariance. C'est-à-dire que ici, j'ai mis mon plus 4, je vais l'enlever pour avoir vraiment dans mon cas de figure, des variables centrées et réduites. Donc, c'est ce que j'ai ici et je le propage. Voilà, donc j'ai un écart type de 1 et je suis centré sur 0 pour mes paramètres-là. Et là, je vais mélanger ce tirage aléatoire avec ma matrice de variance-covariance. Alors, le mélange, il ne se fait pas directement. Il faut passer par un intermédiaire mathématique qui s'appelle la matrice de Cholesky. Alors, Excel ne calcule pas la matrice de Cholesky, mais il est tout à fait faisable. On trouve des calculs de matrice de Cholesky, je vais y arriver, Cholesky en ligne, et on peut aussi le faire sous d'autres logiciels, MATLAB, sous R, logiciel gratuit. Il y a des fonctions qui vous permettent de calculer la matrice de Cholesky. Donc, à partir de ma matrice de covariance, je suis obligé de passer par un intermédiaire qui est la matrice de Cholesky. Mais une fois que j'ai cette matrice-là, il me suffit de faire un produit matriciel simple au niveau de ma matrice de Cholesky. Alors, juste, donc je vais aller chercher ma matrice de Cholesky pour mon exemple, on le verra plus tard. Donc, ma matrice de Cholesky, je le mélange et à ce moment-là, je vais obtenir des lois qui sont corrélées selon ma matrice de variance-covariance. Mon seul problème, c'est qu'elles vont être centrées sur 0. Donc, c'est à cette étape-là que je vais faire intervenir mon vecteur de moyenne et je vais tout simplement ajouter mon vecteur de moyenne à mon résultat. Et là, à partir de là, je vais retrouver mes variables corrélées. Alors, on va essayer de faire l'exercice ensemble sur une matrice que j'ai ici. Alors, attendez, parce qu'il faut que je puisse la récupérer. Donc, voilà. Donc, je vais récupérer la matrice qui est ici, qui est ma matrice de corrélation. Et
je vais la mettre dans, s'il veut bien, dans mon fichier. Alors, je pars du principe que là, ma matrice de corrélation, mon écart type, il vaut 1. Donc, finalement, ma matrice de corrélation que j'ai ici, pour simplifier l'exercice, je vais dire que c'est aussi ma matrice de variance-covariance. Cette matrice de variance-covariance, je vais essayer d'en déterminer la matrice de Koleski, que je vous ai, excusez-moi, non, je n'ai pas fait de bêtises, que je vais aller chercher dans un calcul qu'on a pu faire sous excusez-moi, j'ai oublié de la préparer, donc je ne l'ai pas sous les yeux. Voilà, ma matrice de Koleski, ça se calcule, hein, c'est une moulinette. Donc là, j'ai appliqué ma moulinette et j'ai ma matrice de Koleski qui apparaît ici. Et ensuite, je vais faire le produit de ma matrice de Koleski par mes valeurs aléatoires que j'ai tirées ici. C'est-à-dire que je vais vraiment appliquer ce que j'ai montré ici, l'étape, le produit, Koleski fois mes valeurs. Alors, pour rappel, le produit matriciel, hein, donc j'ai ma matrice de variance-covariance que je transforme en matrice de Koleski, hein, que j'ai redéfinie ici. Cette matrice de Koleski, je vais la multiplier par mon triplet de valeurs aléatoires centrées réduites que j'ai ici. Alors, pour que ça marche bien, un produit matriciel, il faut que les vecteurs, enfin que les colonnes et les lignes et les colonnes soient dans le bon sens. D'accord, c'est-à-dire que là, je vais multiplier une matrice par un vecteur, je vais obtenir mon résultat, et il faut vraiment que ce soit aligné correctement. Dans mon cas de figure sous Excel, je vais multiplier ça, enfin, je vais multiplier ma matrice par mon jeu de données. Vous voyez bien que ma matrice, c'est bon, elle est carrée, elle est dans le bon sens. Mon jeu de données, il n'est pas dans le bon sens. Et mon résultat, je vais le mettre ici. Pareil, hein, mon résultat, je veux le mettre en ligne. Or, mon résultat de mon calcul matriciel, il est en colonne. Donc, il y a une petite astuce sous Excel qui s'appelle la transposée, qui permet de transformer des lignes en colonnes. Je vous en parle parce que là, on va faire le produit et donc je vais utiliser cette notion de transposer. Donc, ce que je veux faire, je veux obtenir un résultat en ligne. Le résultat d'un produit, c'est en colonne. Donc, si je veux résultat en ligne, il va falloir que je fasse la transposée de mon résultat. Mon résultat, c'est un produit matriciel. Produit matriciel, le produit de ma matrice par ma génération. Alors, ma génération, elle est ici, de nombre aléatoire, sauf que là, ma génération, elle est en ligne. Moi, il faut qu'elle soit en colonne. Donc, hein, encore petite astuce, je le mets dans le bon sens pour que ça marche bien. Donc là, j'ai mon produit. Est-ce que j'ai fermé toutes mes parenthèses? Je pense que c'est bon. Donc là, j'ai le résultat vraiment de mon produit matriciel entre ma matrice de Koleski, qui est ici, et mes valeurs données. Alors, il faut juste que je dise à Excel, mon résultat, c'est un vecteur, il est sur 3 éléments. Donc là encore, c'est des astuces Excel, hein, F2, Ctrl Shift Enter, à discuter si vous en avez besoin. Là, je viens de simuler exactement ce que je veux, c'est-à-dire mon résultat à partir de lois centrées réduites. J'ai appliqué la matrice de variance-covariance, et là, j'obtiens mon résultat. Alors ça, je le fais sur tous mes tirages. Pourquoi il ne veut pas le... Voilà. Sauf que si je ne fixe pas ma matrice, ça se passe mal. Excusez-moi. Donc, effectivement, ma matrice de Koleski, il faut que je la fixe sous Excel. Voilà, excusez-moi. Ça, c'est les aléas d'Excel et de petites astuces. Donc là, j'ai généré mon jeu de données
le problème que j'ai ici, enfin, qui normalement est corrélé. Je suis là, il va falloir que je le recentre sur mes moyennes. J'ai dit que mes moyennes, c'était, mes moyennes, j'avais dit que c'était que je les avais tous centrés en 4. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai ici, je vais faire plus plus 4. Voilà, plus ma matrice. Et là, je vous affirme que j'ai généré. Non, tu as oublié le F4 sur les moyennes, je pense. Merci. Même problème que tout à l'heure. Hein. Si on oublie le F4, ça va varier. Donc là, j'espère que ça ira mieux. Tac. Voilà. Alors, je vais vérifier que j'ai bien travaillé en regardant que ben, voilà, ma moyenne, elle est bien ce que je veux, 4. Mon écart type, il est bien ce que je veux. Écart type 1. Je vérifie que c'est vrai pour M et R. Donc, ça va pas trop mal. Maintenant, je vais regarder, est-ce que je suis bien distribué selon une loi normale? Est-ce que mon astuce, elle n'a pas tout déformé? Bah oui, je suis toujours selon une loi normale. Et là, je vais commencer à regarder si mes corrélations se sont bien débrouillées. Oups, pardon. Et pourquoi je n'arrive pas à le tirer? Voilà, oups. Et allez, pourquoi tu veux pas y aller? Je fais des bêtises. Eh ben alors, il veut plus. Bon, si tu veux plus, on va faire différemment. Oups. On va refaire ça et ça. Tac, le graphique. Et on va regarder si j'ai quelque chose de corrélé. Alors, comme je vous dis, on essaie de mettre en X et en Y. Alors, quand je regarde la corrélation entre L et M, on voit un rond. Quand je vous dis qu'il y a une corrélation, c'est il y a ceux qui me croient et qui me disent oui, mais peut-être. Oui, la corrélation, elle n'est pas si grande que ça, elle est à 0,3. Donc, pour être plus sûr, on va aller regarder plutôt la corrélation qu'il peut y avoir à 0,8. C'est-à-dire que je vais regarder ce qui se passe entre, je vais refaire le graphique parce que décidément mes graphiques, j'y arrive pas, entre M et R. Voilà. Quand je vais regarder ma corrélation entre M et R, tac, ok. Là, je vois que ma corrélation, elle est très très forte. Oups. Avec dans le signe négatif, elle est bien dans le sens attendu. Donc là, ce que je viens de, par cette astuce-là, par voilà, ma démonstration sous Excel, je viens de vous montrer comment sous Excel, on peut générer des variables corrélées. On va dire le seul point noir, c'est la notion de matrice de Cholesky. Là, il faut aller voir ça un petit peu ailleurs. Alors, je vais un petit peu revenir sur la corrélation parce que je vous avais préparé quelque chose que j'ai oublié de vous montrer et je le trouve assez sympathique. Donc, comme je l'ai préparé, je vous le montre. La corrélation, le facteur de corrélation R, quand le facteur de corrélation R il est à 0, je vous ai dit, quand, sur des lois normales, comme le dit Jean-Michel, quand je vais regarder l'ensemble de mes données entre L et M, mes données vont se répartir effectivement une densité dans un cercle. Si je commence à avoir de la corrélation, je vais avoir mon cercle qui va commencer à s'aplatir. 30%, j'ai quelque chose, et puis je vais y aller jusqu'à avoir une corrélation presque parfaite, c'est-à-dire que quand je connais un des paramètres M, je connais presque L, c'est-à-dire mes variations, elles sont autour de 2, par exemple pour 2, mes variations, elles sont autour de 2, mais elles ne sont pas autour de 6. Et puis quand vraiment mon facteur de corrélation est égal à 1, physiquement, quand je connais M, 3, je sais que l'autre, je le connais, il est égal à 3. Alors, même principe en sens inverse, hein, je suis à 0, et puis si j'ai une corrélation négative qui se met en place, on voit petit à petit que je relie les variables. Quand j'en ai une, j'ai un champ moins grand pour l'autre,
jusqu'à -1, où là, quand j'en connais une, je connais l'autre. Quand l'une est minimum, l'autre est maximum. Voilà, donc ça, c'était juste. Je voulais vous le montrer plus tôt, j'ai oublié. Je trouve cette représentation assez sympathique. Alors, une fois que j'ai réussi à générer ça, alors on a vu que on peut vérifier la corrélation en 2D. Effectivement, je mets mes paramètres entre L et M, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'entre L et M, j'ai 30%, donc on ne voit pas trop de corrélation. Entre R et M, on le voit beaucoup mieux parce que j'ai 80% en sens inverse. Maintenant, cette chose-là, on peut la représenter en 3D. Donc là, pareil, là, on faisait 2D, les 2D séparément. On peut mettre tout ça en 3D. Et donc là, je vous ai, pareil, par un logiciel R, voilà ce que ça pourrait donner si mes variables corrélées, donc ce que je viens de faire, donc j'ai L, M et R qui est, voilà, qui est là. Voilà ce qu'on peut voir sur l'ensemble de mes données, de ma production de tubes par rapport à tout ça. Ça, ce graphique-là, Excel, il ne sait pas bien faire. Bon, il faut aller sur un autre logiciel. Celui que je vous présente là, c'est réalisable assez simplement sous R, logiciel de mathématiques open source. Voilà. Donc, j'ai mes représentations 2D, j'ai mes représentations 3D avec 3 variables. Et rapidement, vous allez me dire, ouais, mais si j'ai plus que 3 variables, si par exemple, il y a un autre paramètre qui m'intéresse, qui serait le diamètre extérieur, qui serait la porosité de mon truc, etc., je commence à non pas avoir 3 paramètres, mais je commence à avoir 5, 6, 10 paramètres. Effectivement, une représentation graphique de 10 paramètres, donc n dimensions, là, ça devient compliqué et il faut vraiment faire marcher son cerveau, faire des analogies entre le passage 2D et 3D. Le passage 3D à ND, ça fonctionne un petit peu de manière similaire. Si vous avez compris le passage 2D à 3D, alors vous pouvez être capable de comprendre le passage 3D à ND. Ok, donc ça, voilà, faudrait voir sur un exemple. Peut-être une précision, peut-être Christophe. Pour ça, effectivement, il y a un moment où notre cerveau ne peut pas avoir des dimensions supérieures à 3. Et là, tu nous as bien expliqué que quand on les regarde 2 à 2, on est dans un plan. D'accord. Donc, on peut voir une tâche dans un plan qui regarde une toute petite partie de la matrice de variance-covariance pour se représenter graphiquement les choses. Là, on voit, c'est plus compliqué. Excel, c'est pas bien le faire, mais on peut regarder les choses en 3 dimensions. Et la façon dont tu tournais tout à l'heure la forme est assez intéressante parce que là, pour nos amis qui nous écoutent, en fait, il existe des techniques statistiques qu'on appelle des analyses en composantes principales. Et en fait, cette analyse, elle fait quoi? Elle va regarder la forme sous tous les angles, je le fais simple, et elle va regarder dans quelle direction elle représente le plus d'informations. Imaginez quand vous regardez un vélo, si vous le regardez de face, vous voyez pas grand-chose. Si vous le voyez de côté, vous voyez beaucoup de choses. Si vous le voyez de derrière, vous voyez pas grand-chose. Si vous le voyez de haut, vous voyez pas grand-chose. Donc en fait, l'ACP va aller regarder quelle est l'angle de vue qui nous donne le maximum d'informations sur ce qui se passe, et on va pouvoir projeter sur un plan l'ensemble de ce qui s'est passé dans l'espace pour revenir sur un plan sur une forme en 2D, mais avec des axes qui sont plus des axes longueur et masse, mais qui sont des axes composés en fait qui permettent de bien voir la forme. Et ce que je viens de dire là pour le passage de 2D à 3D, ça marche de la même façon. Alors 2D, on est dans le plan, 3D, on est dans l'espace. Et quand on est à n dimensions, on dit qu'on est dans un hyperespace, et que donc finalement notre matrice de variance-covariance, quel que soit son nombre de dimensions, le vecteur de moyenne ayant évidemment le même nombre de lignes qu'il y a de lignes dans la matrice de variance-covariance, finalement ça dessine quelque part dans un hyperespace, donc un espace à plus de 3 dimensions, quelque chose qu'on pourrait appeler une hyperforme, qui est la matérialisation du mélange de tous les paramètres qui se sont produits et qui nourrissent tout ça. Et cette hyperforme, on peut la voir sur des plans de projection pour essayer de comprendre ce qui se passe dedans, c'est-à-dire les angles sous lesquels on la voit le mieux, et on peut ramener aussi à 2D. Ça, c'est des choses un peu complexes dont on sera sûrement amené à reparler dans les mois et les années qui viennent, notamment sur le sujet de la conformité. Voilà, donc ça embraye bien sur le slide suivant.
L'intérêt de cette simulation, c'est la vision 1D, c'est je regarde uniquement dans une production, je regarderai mes longueurs, mes masses et mes rayons. Donc une pièce produite par exemple à 666, qu'est-ce que je peux dire de cette pièce-là? Cette pièce-là, si je regarde complètement de manière séparée en 1D, ma longueur, ma masse et mon rayon, elle est quelque part, effectivement, elle est tout à fait OK, elle est là-dedans. Or, si je commence à regarder ce qui se passe en 2D, en 3D, pardon, je m'apercevrai que la composante 6, 6, 6, cette pièce-là qui a 6 sur tous les paramètres, elle est en dehors de cette forme que j'ai dessinée. Donc, c'est en gros une pièce que, étant donné les informations de variance-covariance que j'ai fournies, les dispersions que j'ai fournies, etc., c'est une pièce que normalement, je ne produis pas, que je ne peux pas produire. Donc, si elle existe, c'est que j'ai eu un problème. Et donc, en ND, même principe. Donc, en 3D, je suis capable de le voir. En ND, c'est ce que disait Jean-Michel. On est capable de voir des choses qui sont anormales, qui sont en dehors de ma forme, de mon hypervolume. Alors, Jean-Michel a parlé des composantes principales, effectivement projetées dans représenté dans un domaine où je suis capable de le voir, c'est-à-dire sur un plan, mes choses, ça c'est le principe de la décomposition en composantes principales. Quelles sont les composantes dans lesquelles je peux mieux voir le dessin. On a aussi comme autre outil, c'est juste des références de nom, la notion de distance de Mahalanobis. La distance de Mahalanobis, ça vous permet par un simple chiffre savoir si votre pièce, elle est à l'intérieur de la sphère ou si elle est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on regarde la distance par rapport au cercle. Voilà, alors à mon hyper volume. Donc ça permet quand même de donner une information avec un seul chiffre. Et donc à partir de tous ces éléments, on peut commencer vraiment à faire de la simulation, comme l'a montré Jean-Michel en 98-4, c'est-à-dire en essayant de simuler notre production et d'essayer de voir les pièces qu'on a, est-ce qu'elles sont dedans, est-ce qu'elles sont de dehors. Si en plus on rajoute là-dessus la notion de mesure, et c'est ce qui est intéressant, on va pouvoir simuler les pièces produites, les mesures obtenues et finalement travailler sur le risque, calculer des risques par simulation, ce qui est, comme l'a dit Jean-Michel, relativement complexe en ND. Si on le faisait de manière analytique avec des intégrales, ça devient tout à fait réalisable. Il y a du travail, mais ça devient beaucoup plus réalisable en simulation numérique. Alors, petit bémol par rapport à ce que je vous ai montré, la démarche que je vous ai montrée avec la matrice de Koleski fonctionne uniquement sur des variables qui sont distribuées selon des lois normales. Donc ça, mon histoire matrice de Koleski, ma simulation, ça marche sur des lois normales. Si j'ai des lois qui ne sont pas des lois normales, la simulation devient plus complexe. Alors, il y a toujours moyen mathématiquement de transformer notre variable, la déformer pour la rendre normale et ensuite refaire la déformation inverse. Mais le travail est un petit peu plus complexe. Mais ce qu'on vient de vous montrer, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est l'intérêt de la simulation, que c'est réalisable sous Excel, que le générateur de variables aléatoires sous Excel est tout à fait acceptable dans nos cas de figure, dans nos cas de mesure de production. Et on vous parlera sans doute la prochaine fois de la simulation dans le cadre de la notion d'incertitude de mesure, ce dont a déjà parlé Jean-Michel dans son exemple de poussée de l'air. Voilà, Jean-Michel, des choses à ajouter pour conclure? Non, très bien. Enfin, je pense qu'il faut insister sur une chose, en tout cas c'est mon expérience personnelle que je livre, c'est grâce à la simulation numérique, je pense qu'on peut comprendre énormément de choses qui peuvent sembler complexes, là notamment le calcul du risque avec la double intégrale. Tout le monde n'a pas envie de scolter ce genre de calcul. Il y a des gens qui ont de l'impétence mathématique et d'autres un peu moins. Et du coup, la simulation numérique, ça nous permet de régler ce problème-là. Donc,
Évidemment, ce que tu viens de nous expliquer, Christophe, sur des visualisations ND avec des choses un peu complexes, on n'en est pas là aujourd'hui pour ceux qui pratiquent pas la simulation numérique, mais grâce à Excel et en s'exerçant sur des cas simples, eh ben, on progresse assez vite et on peut transformer des chiffres qui sont ou des concepts qui sont très abstraits en des choses qu'on observe. Là, ce que tu nous montres, une tâche, bon, faut s'habituer un petit peu. Quand c'est la première fois qu'on voit ça, ça paraît pas intuitif, mais dès qu'on travaille un peu, qu'on s'amuse avec, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'informations dans cette tâche. Et de voir si un point est dans la tâche ou s'il est en dehors de la tâche, c'est bien plus facile que de calculer des triples intégrales et de calculer des risques. Donc, vraiment, la simulation, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe quand on fait une mesure et quand on va exploiter un résultat de mesure, sachant, et tu l'as rappelé, que malheureusement, on n'a pas accès, nous, en tant que métrologue, d'ailleurs, donc personne aux valeurs vraies, mais ce qu'on voit, c'est des observés, et que les observés, bah, c'est le mélange de la réalité des erreurs de mesure qui se produisent. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon tableau, là où je calculais les risques clients et fournisseurs. Ben, on peut simuler ce mélange pour regarder ce qui se passe ligne à ligne. C'est bien plus facile et bien plus concret que des grandes équations. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura convaincu le maximum de participants, pour ceux en tout cas qui ne pratiquaient pas la simulation numérique, de pouvoir le faire aisément avec Excel. Et évidemment, pour ton calcul de matrice, Christophe, ou pour les fichiers qu'on a utilisés, si certains des participants souhaitent les avoir pour s'exercer, pour s'amuser et pour commencer leur acculturation à la simulation numérique, on aura plaisir à vous aider et à vous accompagner sur le chemin. Voilà. Comme d'habitude, on a dépassé. Voilà. Mais on a encore beaucoup de participants. Donc, merci à tous d'avoir patienté jusqu'à l'heure du repas. On reprendra les questions du chat et on fera un article sur notre blog smartmetrology.com et le replay de ce webinaire sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube Deltamu dans les jours qui viennent, le temps de le récupérer, de le remettre en ligne et de le mettre sur notre chaîne. Voilà. Ben, écoutez, rendez-vous au prochain webinaire sur les incertitudes de mesure. Évidemment, on va parler incertitudes de mesure et évidemment simulation numérique. Donc, ceux qui ont participé, sont évidemment les bienvenus la prochaine fois. Ceux qui n'ont pas participé, on enverra des petits messages comme on fait sur les réseaux sociaux en les invitant à aller regarder un peu ce webinaire-là pour arriver en forme sur nos questions d'incertitude de mesure. Il sera beaucoup question de simulation. Il me reste à vous saluer. Au revoir tout le monde. Merci de votre patience, de votre attention et à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.